Je suis d'abord éleveur de vaches casta dans la Montagne Noire et éleveur de cochons au départ, ce qui m'a valu d'acheter du son chez Garland, qui était un meunier à strier, et de fil en aiguille d'avoir un moulin, d'acheter un moulin pour avoir... on avait du fromage, du petit lait, du son, et un moulin qu'on a acheté en association avec 2 autres boulangers. Donc moi je faisais la farine et j'avais déjà des clients et on avait fait une tontine pour payer le moulin qui avait démarré bien. Voilà, du coup c'est un complément d'exploitation qui a duré une bonne quinzaine d'années, voire un peu plus, et qui m'a permis de racheter un deuxième moulin. Les 2 boulangers ayant arrêté, je me suis retrouvé tout seul à être meunier et à développer l'activité. Bon, l'âge se faisant sentir et la production augmentant régulièrement, tout en étant parfaitement au noir, on a relancé l'association pour relancer le moulin en association, alors entre les producteurs de blé, les boulangers et les consommateurs. Donc ce moulin tourne en association depuis 2 ans et traverse une période difficile parce que de tout mettre aux normes, ça coûte très cher. Et la caisse en est ressentie. Donc pour le moment, il a fallu licencier notre salarié qui n'arrivait pas à assurer parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot. On avait racheté 2 autres moulins. On a 2 moulins dans la montagne et 2 moulins dans la plaine. Donc ça fait 4 endroits de meunerie, ce qui permet de contourner un peu la loi des 30 tonnes de farine moulue, puisqu'il y a 4 sites. Voilà, donc on s'est mis aux normes. Et là, maintenant, on est reparti parce que le moulin avait des difficultés financières, surtout pour payer les achats de blé. On est reparti avec 3 bénévoles et un salarié à mi-temps. Et voilà, et on relance un peu la machine parce que ce qui était surtout un peu difficile, c'est le téléphone. Il faut être réactif au téléphone pour les commandes et tout. Donc on a perdu quand même pas mal de... On devait augmenter et on a diminué notre volet de clients. Donc voilà. Voilà où on en est, mais bon, c'est reparti, on a le moral et voilà. On en est là. C'est un moulin parfaitement associatif. Il doit y avoir 5 ou 6 boulangers qui en dépendent et une vingtaine de producteurs de blé. Voilà. Je passe... Merci beaucoup. On va changer un petit peu de contexte. Donc, Géraldine Cottier, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la filière à l'Isle-sur-la-Sorgue, comment elle s'est structurée et peut-être quel était le rôle de la collectivité là-dedans, et après Loïc Charpentier pourra peut-être compléter sur le rôle du lycée agricole. Donc moi je travaille à la mairie de l'Isle-sur-la-Sorgue, donc dans le Vaucluse, et je suis chargée de mission pour une démarche d'attractivité qui a été initiée en 2017 et qui a donné naissance à une marque territoriale partagée qui s'appelle Île-sur-la-Sorgue Village Monde. Et en fait cette démarche a à cœur notamment de révéler les talents du territoire et le savoir-faire du territoire. Et en fait, on a un boulanger à l'Île-sur-la-Sorgue qui a voulu s'investir dans cette démarche et qui s'est dit comment je peux mettre en lumière l'activité que je mène et travailler en local. Et il s'est rapproché du lycée agricole, du directeur, du proviseur du lycée, puis de Loïc Charpentier, donc, qui est à ma droite, qui est le directeur d'exploitation, puisqu'il savait qu'à l'époque, il y avait des cultures de blé à l'Île-sur-la-Sorgue, et il s'est dit pourquoi on ne pourrait pas réinitier la culture du blé, puisqu'elle a fonctionné quelques années en arrière. Donc ils ont échangé et il a été possible d'envisager effectivement de remettre à l'honneur la culture du blé. Donc il y a eu une première tentative en 2018 où ce sont 4 hectares qui ont été semés pour un rendement de 25 tonnes. Ça a fonctionné, donc Loïc vous expliquera plus en détail puisque c'est particulier, il ne sème que 4 sortes de blé. Donc ça demande ensuite pour le boulanger un travail un peu particulier de pétrissage, de temps de repos, etc.
Mais nous, à travers la démarche d'attractivité, on a eu à cœur en fait, de mettre en lumière cette initiative qui s'appuie sur la valorisation du local, la transmission du savoir-faire. Et on a trouvé l'initiative de pouvoir associer le volet pédagogique particulièrement intéressante. Donc, en tant que collectivité, on a accompagné la démarche, on a mis en lumière d'un point de vue communication. Et avec le service communication, on a un responsable, un vidéaste, qui a réalisé un documentaire en 2019 qui a permis en fait de balayer tout le cycle culturel de la semence jusqu'à la réalisation du pain, en mettant à l'honneur tous les acteurs de la filière. Puisque dans cette filière, donc, on a le boulanger à l'initiative, on a son fils qui est aussi donc, boulanger à l'Île-sur-la-Sorgue, on a le lycée agricole, donc représenté par Loïc Charpentier, et puis on a le minotier, puisque en fait, l'idée c'était vraiment de travailler en local, et notre boulanger a cherché un meunier dans le Vaucluse, et s'est rapproché d'une petite minoterie familiale à Orange qui s'appelle la minoterie Giral. Et donc, ensuite, le boulanger, étant donné que cette farine produite à partir de peu de céréales est pas forcément aisée à travailler, mais je ne rentrerai pas dans la technicité, ce n'est pas mon métier, c'est associé avec des meilleurs ouvriers de France en tant que boulanger et pâtissier pour apprendre à travailler cette farine. Et donc, le meilleur ouvrier de France boulanger est aussi présent dans le film pour montrer vraiment tous les acteurs qui ont œuvré à cette création de filière. Voilà. Donc la ville n'est pas à l'origine de la création de filière, mais a mis en lumière cette création dans le cadre de la démarche d'attractivité. Merci. Luc Charpentier, du coup, est-ce que vous pouvez compléter un petit peu sur le rôle du lycée agricole et peut-être sur les interactions avec les activités pédagogiques du lycée avec la filière? Oui, bonjour à tous. Donc oui, très rapidement, donc c'est une exploitation de grande culture sur l'Île-sur-la-Sorgue, 120 hectares de SAU, 40% en bio, le reste en agriculture conventionnelle. Si on parle rapidement de technicité, donc effectivement, Géraldine en a parlé, on travaille avec 4 variétés, donc en mélange. Une variété qui compose le mélange de manière un peu plus importante, qui s'appelle Apache. On a fait le choix de travailler avec ce qu'on appelle des BPS, des blés paillifères supérieurs. On ne travaille pas avec des variétés anciennes. On a été, alors je crois ces personnes, hein, on a été personnellement échaudés avec des variétés anciennes. On a eu des gros problèmes de carie et de fusage sur des variétés anciennes. Donc on a fait arrêt, stop. On en a fait une année. À la coopérative, cette année, il y a eu des soucis aussi avec des blés carriers d'autres agriculteurs. Hein. Il y avait 50 tonnes de blé qui ont été refusées cette année. Donc, et ça nous pose quelques problèmes sur le territoire. Donc on a fait le choix de ces variétés, on a travaillé avec des maquettes, on a fait appel à Arvalis, on a travaillé avec l'INRA. Et en fonction de ça, on a établi les maquettes, les mélanges. Donc le blé est stocké à coopérative et vendu au fil de l'eau au minotier en fonction des besoins de la boulangerie. On travaille actuellement sur un volume d'environ entre 150 et 180 tonnes de blé par an. Ce qui fait à peu près 150-160 tonnes de farine. Voilà. Au niveau de l'exploitation, évidemment, les apprenants, enfin les élèves sont complètement associés aux travaux, puisqu'ils réalisent tous les travaux du semis à la récolte. Ils participent au stage moisson, ils réalisent les semis. On travaille avec eux sur le choix des variétés, on leur explique les qualités technologiques requises pour ce meunier et pour le boulanger. Et puis après on travaille bien évidemment sur le résultat économique, parce que c'est ce qui prime, hein. C'est ce qui nous a aussi poussé à ça, c'est-à-dire maîtriser notre prix de vente, maîtriser notre débouché. Ouais. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Oui, sur le sujet des variétés, on pourra peut-être en rediscuter après pendant le repas, etc. Justement, on va revenir dans l'Aude avec une autre filière centrée sur pas mal de moulins, donc Michel Paparil. Du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter la filière fleur de Peyre et nous expliquer un petit peu justement comment vous organisez pour avoir une qualité de farine homogène malgré le fait que vous soyez de nombreux meuniers? Oui, bonjour à tous, donc Michel Paparil, je suis paysan meunier boulanger sur l'Ariège, dans l'Ariège sur la commune de Mirepoix. Je fais partie donc de la filière fleur de Peyre. Cette filière elle a pour objectif de créer des farines d'excellence et de très bonne qualité à partir de blé du pays uniquement. Le but c'est de mettre en place donc un réseau de distribution
de nos farines. Alors, la partie historique, au départ, lors des premières réunions, on a eu des réunions à 40 personnes qui venaient de tous horizons. On a même eu un historien de Carcassonne qui a trouvé le nom de Flore de Peyre. Et puis ensuite rapidement, le nombre de personnes intéressées ont diminué. Et on s'est retrouvé à 5 ou 6 il y a 4 ou 5 ans. On a en 2012 essayé de mettre en place un cahier des charges de façon à assurer une qualité de la farine qui soit à peu près identique entre tous les paysans meuniers. Pardon. Ce cahier des charges, on s'est besoin en premier temps de savoir si on travaillait avec des blés anciens, des blés modernes. Parmi les personnes qui étaient là, il y avait des gens qui avaient des blés modernes et d'autres des blés anciens. Donc on a fini par accepter les 2 variétés de blé. On a dans le cahier des charges l'obligation d'être en bio, bien sûr. On a dans le cahier des charges l'obligation de travailler sur des meules de pierre. Voilà, bon, il y a d'autres points, mais ça, ce sont les points essentiels du cahier des charges. Ensuite, si on a un cahier des charges, il faut bien entendu essayer de faire un petit contrôle de tout ça. Donc, on a mis en place alors, on avait le choix de travailler avec un organisme payant, mais quand on a dit qu'il fallait payer, bien sûr, tout le monde a fait machine arrière. Et donc, on est parti sur un système participatif de garantie, où en fait, c'est une sorte d'autocontrôle entre nous. Donc, ce SPG, il fonctionne entre nous, et tous les 2 ans, on va visiter un certain nombre de collègues. Donc, il y a 2 enquêteurs parmi ces collègues-là, un qui est le référent et qui est meunier, et ensuite on a ouvert ça à d'autres personnes qui peuvent être par exemple des boulangers qui peuvent intervenir aussi, ou des consommateurs finaux. Voilà. Ces enquêteurs, donc, ils se déplacent sur le terrain. On a une petite fiche pour faire l'enquête. Dans un premier temps, on fait une enquête au niveau du matériel, voir les locaux, comment ça se passe. On vérifie un petit peu la propreté, bon, toutes ces choses-là. Et ensuite, il y a un deuxième contrôle qui se fait au bureau pour voir un petit peu la traçabilité des produits, et principalement des blés, savoir un petit peu d'où viennent les blés qui sont passés au moulin. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, on a une évaluation. Alors, ces enquêteurs-là, c'est assez collégial quand même, notre système à nous. C'est pas vraiment un contrôle, c'est plutôt une évaluation. Et on est là surtout aussi pour donner des conseils aux collègues pour améliorer la qualité de la farine, quoi, en fait. C'est surtout ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, on a aussi un système de parrainage qui nous permet de nous ouvrir à d'autres personnes. Parce qu'en fait, on était 4 ou 5, à un moment donné, on s'est dit, bon, mais là, on était dans notre ronronnement, mais on était en train aussi un peu de s'étioler. Et on a essayé d'ouvrir ça un peu à d'autres personnes. Donc on a mis en place un système de parrainage qui permet de faire rentrer des nouvelles personnes qui sont intéressées par la filière. Et donc ce système de parrainage, en fait, là j'ai une personne qui m'a contacté. Je vais déjà dans un premier temps aller la voir un petit peu comment elle est installée, lui dire mais là ça va pas, il faut améliorer ce genre de choses. Et ensuite, donc, on a un an d'observation. Bon, mon rôle, c'est de prévenir les collègues, évidemment, du fait qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans la filière. Et au bout d'un an, donc, les enquêteurs se déplacent, vont voir un petit peu l'avancée du travail de cette personne-là. Et ensuite, lors du CA, on décide d'accepter ou pas de faire rentrer cette nouvelle personne dans la filière. Voilà. Merci beaucoup. On va refaire un saut géographique. On va aller sur les Causses, en Lozère, et parler un petit peu de la farine du Méjean. Donc, une autre filière centrée, du coup, là, non pas autour de plusieurs moulins, mais d'un moulin. Du coup, Guillaume Zueref, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la filière et nous expliquer comment elle est née? Bonjour à tous. Alors moi, je suis meunier dans un moulin à vent sur le Causse Méjean en Lozère, donc c'est assez original comme boulot. Moi, je suis citadin à la base, donc j'ai vraiment débarqué dans... Bon, bref, je passe... Mais sur le projet du moulin de la Borie, c'est un moulin du XVIIe siècle
qui a été restauré en 2017. Et en fait, au départ, c'était un simple projet patrimonial. Et quand le projet a été mis sur la table, les habitants, parmi les habitants, il y avait des agriculteurs, il y avait un boulanger. Et on s'est dit, pourquoi pas créer toute une filière et faire vraiment un moulin qui produit de la farine. Et donc, c'est ce qui a été fait. Pour faire ça, on a fait intervenir le FR Civam. Et donc, il y a une personne du Civam, Alice Mull, qui a fait un gros boulot pour organiser et créer cette filière. Et à l'heure actuelle, on fonctionne sous forme associative. On a créé une association qui s'appelle Farine du Méjean, qui regroupe agriculteurs, meuniers et boulangers. Là, on doit en être à une trentaine d'agriculteurs, à peu près, qui participent. On est 2 meuniers à travailler au moulin. Et en boulangerie, il doit y avoir une vingtaine de boulangeries maintenant, qui prennent de la farine au moulin. Après, la façon de fonctionner, donc, en fait, on va se voir au moment des semences avec les agriculteurs. Donc, en tant que meunier, on est bien placé pour voir qui peut, les quantités dont on va avoir besoin chaque année. Et on va répartir les cultures avec les différents agriculteurs. On a une charte qui impose... alors, on a une particularité aussi, c'est qu'on a du bio et du non-bio. Bon, on préférait avoir que du bio, mais au départ, en fait, si on avait fait que du bio, on aurait clivé vraiment la moitié du COS. Et ça n'aurait pas été un projet fédérateur, ça aurait été un projet qui aurait vraiment été clivant. Et donc, on a préféré garder les deux et mettre en place une charte qui est assez précise et qui impose 0 pesticides, la préparation des sols avec du fumier, enfin, voilà, des choses comme ça, qui font que c'est pas du bio, mais ça s'en rapproche quand même fortement dans tous les cas. Et là, on est en train de mettre en place, jusqu'à présent, c'était un peu basé sur la confiance, et là, on est en train de mettre en place un système de contrôle avec Bureau Veritas. Donc là, nous, on a choisi un contrôle extérieur, parce qu'on se connaît un peu trop bien, et voilà, on craignait un peu de devoir faire des remontrances voilà, à ses collègues. Oui, bien sûr. On donne des conseils, c'est pas Ouais, mais on a déjà eu des problèmes concrets et on se voyait mal à les dire en direct comme ça. On a eu ce problème-là, on a exclu une personne du système, mais il a très bien compris. Quoi. Bon, il n'y a pas de traçabilité au niveau de son grain. Donc, ça nous arrivait d'exclure aussi, mais voilà, là on a fait ce choix-là en tout cas. Ouais. Oui, justement, comment vous fonctionnez pour tous ces choix collectifs, quoi, vu que vous êtes assez nombreux, comment sont prises les décisions Il y a un conseil d'administration qui prend les décisions principales et après c'est voté en AG, comme l'association classique. Quoi. Ouais, vous avez quelques exemples de choix qui ont été... donc vous parlez de l'exclusion d'une personne, mais peut-être des choix de matériel ou... Après on a construit un hangar pour stocker les céréales. Ça a été fait, c'est même les agriculteurs eux-mêmes qui sont venus construire le hangar. Voilà, après le choix de garder une animatrice, par exemple. Voilà, là, on va faire la première fête du moulin avec l'association. Cet été ? Oui, en mois de juin, okay. Pour la journée des moulins. Ok, super. Merci beaucoup. Et donc maintenant, on va parler un petit peu de l'Odyssée d'Angrain. Donc justement, pour l'instant, on a vu différents statuts, donc plutôt associatifs. Donc Mathieu, oui, tu peux peut-être nous expliquer donc déjà l'historique de la filière, pourquoi le statut, le choix du statut SIC, et puis je passerai le micro à Félix pour l'état des lieux actuel. Ok, voilà. Donc je commence sur l'Odyssée d'Angrain. Du coup, c'est un atelier, c'est une fabrique de pâtes alimentaires à base de variétés Poulard et Petite Épeautre qui est située dans les Hautes-Pyrénées, proche de Lannemezan. La dynamique a commencé en 2008 avec du coup un groupe de paysans boulangers avec qui on a fait le constat que comme dans beaucoup de territoires, on importait quand même massivement une grande partie de notre alimentation, c'est-à-dire de céréales pour l'alimentation humaine. Il se faisait un peu de pain,
très peu de farine parce qu'à l'époque, il y en a un poil plus aujourd'hui, mais pas beaucoup plus. Il n'y avait qu'un paysan meunier et il restait qu'un moulin traditionnel sur les 4000 que comptait le département. Un peu d'huile également, mais que ça s'arrêtait là. Donc on s'est mis un petit peu en mouvement pour poser un peu un projet politique, d'essayer de reconquête de cette alimentation de céréales pour l'alimentation humaine, sans savoir précisément sur quelle production première on partirait. Les fondamentaux, c'était donc d'essayer de participer à cette relocalisation, pour donner aussi un cadre, un débouché rémunérateur pour les variétés paysannes, parce que ça faisait partie aussi de ces fondamentaux, c'était offrir la possibilité à des paysans de cultiver la biodiversité cultivée, mais du coup d'avoir un débouché rémunérateur en face. Et autres fondamentaux du projet, c'était de partir sur un atelier collectif coopératif. Et donc le choix a été fait de partir en SIC pour que l'ensemble des parties prenantes d'une filière, producteurs, salariés de l'outil et distributeurs et citoyens, soient bien représentés dans l'outil et que du coup il y ait un partage un poil plus démocratique que si la filière est composée uniquement d'acteurs privés. Donc ça, c'était dans les fondements du projet. En 2008, on débroussaillait complètement avec le réseau Semences Paysannes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire des pâtes, ça paraît accessible en termes de savoir-faire, mais c'est vrai qu'en 2008, on avait tout à apprendre. Il y a eu plusieurs voyages d'études qui ont été faits en Italie, etc. La question des semences, est-ce qu'on part sur le blé dur, le Senatore Capelli, qu'ils utilisaient beaucoup là-bas. Et donc bref, là, on s'est du coup intéressé au blé poulard et notamment au poulard d'Auvergne parce qu'on a vu qu'une industrie des pâtes existait avant en Auvergne avec ce poulard-là. Donc comment on a fait? Donc on a fait ce travail un peu de défrichage pour savoir techniquement comment on fait des pâtes. On est parti aussi sur les pâtes et non pas sur du boulgour, des flocons ou d'autres produits, d'autres céréales, d'autres process de transfo. Tout simplement aussi parce que les pâtes, c'est ce qui se vend le mieux et ce qui était le plus faisable. Donc cette combinaison de débouchés locaux possibles et maîtrise du process de transfo fait qu'on s'est dirigé dans un premier temps sur la production de pâtes alimentaires. Et comme vous l'expliquera Félix aujourd'hui, qui est alternant à l'Odyssée, là l'Odyssée a atteint 24 tonnes de pâtes produites. Et c'était un peu des objectifs qu'on s'était fixés, parce que sur le département, en tout cas à l'époque, il se consommait 20 tonnes de pâtes bio, et on se disait, bon, si on ne pouvait arriver, ce n'est qu'une image, parce que forcément, là, tout ce qu'on produit n'est pas consommé non plus que sur le département, mais ça montre que du coup, d'une certaine manière, on a pu participer et qu'en chantier de demain, il y a tout le reste, tout le champ des possibles qui est encore tout ouvert sur les autres céréales pour l'alimentation humaine, quoi, ça c'est clair. Donc bonjour à tous, je suis alternant à l'Odyssée d'Angrain et je vais essayer de compléter ce qu'a dit Mathieu pour vous donner un état des lieux de cette SCIC. Donc tout d'abord, à la base, au niveau des semis, c'est une 50aine d'hectares qui a été semés l'année dernière, avec majoritairement du blé poulard et aussi du petit épeautre. Et donc ça nous a permis de faire à peu près 24 tonnes de pâtes sèches. Et depuis 2 ans, il y a aussi l'arrivée des légumineuses qui permettent de faire des pâtes sans gluten et aussi des pâtes aromatisées aux légumes séchés. Ensuite, au niveau de la distribution, on a la chance de pouvoir travailler avec plein d'acteurs différents. Donc c'est principalement les biocoop, mais on travaille aussi avec des épiceries et des restaurations collectives. Et enfin, il y a aussi, même si ça représente un chiffre d'affaires qui est aujourd'hui plutôt faible, puisque c'est 3% du chiffre d'affaires, on augmente les prestations. Donc on permet à des paysans qui font leur propre farine de venir à l'atelier et de leur moudre et fabriquer les pâtes pour qu'après ils puissent les revendre eux-mêmes.
L'année dernière, au niveau économique, il y a eu un chiffre d'affaires de 160 000 euros avec une progression de 5%. Donc c'est plutôt positif parce que dans la SCIC, 100% des bénéfices sont réinvestis. Donc cette année, on va pouvoir investir sur des machines et aussi payer plus les paysans. Voilà, l'objectif, c'était d'augmenter la paye des paysans, la paye des paysans de 50 euros de plus chaque année. Donc là, il me semble que cette année, c'est 700 euros pour le blé poulard. Donc ensuite, au niveau de la concurrence et des difficultés, on voit que la crise a fait que c'est quand même le budget alimentaire a un peu diminué pour les Français, d'autant plus qu'on est quand même on vend des pâtes qui sont 2 à 3 fois plus chères que des pâtes classiques. Donc c'est vrai que c'est un peu les mois d'automne ont été un petit peu difficiles, mais ça nous a poussé à aller de l'avant et à chercher des nouveautés, comme tout à l'heure l'a dit Mathieu. Au début, c'était surtout orienté sur les pâtes, mais maintenant, on réfléchit aussi à faire du boulgour et du floconnage pour diversifier la gamme et pas avoir tous les œufs dans le même panier. Et enfin, on travaille aussi sur la diversification des produits, avec notamment les légumineuses qui augmentent, puisque le sans gluten est quand même de plus en plus demandé pour ceux qui sont intolérants ou ceux même qui ne peuvent pas en consommer. Donc il y a les sarrasins pois chiches et les lentilles. Et on travaille sur d'autres recettes avec le maïs, pour pouvoir développer la gamme et être toujours concurrentiel en proposant des nouveautés. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Du coup, on va faire un petit focus sur les statuts SIC, SCIC, je ne sais jamais comment on dit, SIC et SCOP. Du coup, Jean-Huet, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en général quels sont ces statuts, les points positifs, négatifs, et concrètement, pour les cas agricoles, quelles sont les questions à avoir en tête, quoi. Ok, alors je vais essayer de ne pas faire un cours juridique sur les statuts, mais c'est vrai que ce qu'il faut retenir, enfin bien cerner, c'est vrai que quand on parle de SCOP ou qu'on parle de SIC, on parle bien à la fois donc de société commerciale, et ça c'est important à retenir, en particulier dans le monde agricole, par rapport aux formes aussi de société qu'on peut utiliser, société civile ou autre, donc société commerciale et coopérative. Et avec une particularité, chacune, la SCOP ou la SIC répond à un besoin spécifique ou différent, surtout non pas par rapport à la nature de l'activité, mais par rapport à la nature des personnes qui vont être impliquées. Donc société commerciale, voilà, ce sont des SA, SARL, etc. Coopérative, on reconnaît le principe une personne égale une voix, qu'on peut d'ailleurs pratiquer dans le monde aussi associatif ou dans d'autres formes coopératives, agricoles, viticoles, etc. Et avec, tu l'as très bien dit Félix, la question aussi de l'argent dégagé, le bénéfice dégagé, qui n'est en aucun cas un crime ou un problème, doit prioritairement servir la structure ou éventuellement les membres. Et ça, c'est les questions de ristourne qu'il peut y avoir, même si, que ce soit la SCOP ou la SIC, les formes de ristourne ne sont pas les mêmes. Et puis, donc après, je le disais, c'est la nature de la coopérative. Une SCOP, c'est une société coopérative ouvrière de production. Donc si on retient simplement, une SCOP, c'est une coopérative de salariés. La nature des associés qui sont majoritaires et qui détiennent le pouvoir, l'autorité et qui font les choix stratégiques de la structure sont les salariés. Dans le cadre des SIC, on est sur une coopérative d'intérêt collectif et l'intérêt collectif dans la SIC est entendu par un multisociétariat. Le fait d'avoir au sein de la coopérative, dans la gouvernance, dans les temps de décision d'Assemblée générale, des associés de nature différente. Et en l'occurrence, la loi précise que c'est des salariés ou en l'absence des producteurs du bien ou du service. Et d'ailleurs, cette dernière évolution vient de 2014, est assez récente et a été poussée par le réseau des CUMA, qui dès le début a été très investi pour faire émerger la loi sur les SIC en 2001. Donc salariés ou en l'absence producteurs, les bénéficiaires et un autre acteur,
C'est assez large, hein, la loi est ouverte. Donc on voit bien que ces deux coopératives sont bien déterminées par leur sociétariat. Dans la particularité des SIC, c'est qu'on est bien sur finalement une réponse. L'émergence des SIC en 2001 répond finalement à une problématique alors, du milieu coopératif, mais pas que, qui était le fait en fait, d'avoir des familles coopératives par type d'associés et aucun outil coopératif qui permettait à ce moment-là d'arriver à associer, tu as parlé de filière, mais d'associer tous les acteurs d'un territoire, d'une filière ou d'une activité. Et donc en fait la SIC, elle a vraiment émergé dans cette réponse à ce besoin-là. C'est-à-dire à ce besoin émergent dans cette période-là, on ne va pas refaire les éléments historiques, mais et c'est pour ça d'ailleurs que le réseau des CUMA, donc coopératives d'utilisation du matériel agricole, se sont dès le début, dès la rédaction de la loi, ont été investis pour établir les critères et les éléments fondamentaux qui allaient constituer la SIC. Avec un parti de départ assez simple, c'est que le statut CUMA n'est pas du tout passé, il est encore d'actualité, mais il y a des besoins nouveaux, des formes d'engagement et des formes d'implication de personnes qu'aujourd'hui le statut CUMA ne permettait pas. Donc la SIC est vraiment née de ça. Alors aujourd'hui on retrouve des scopes ou des SIC dans quoi toute nature d'activité. On produit un bien ou un service, on est bien une société commerciale, c'est quand même a priori une action qu'il faut faire, mais il n'y a pas de limitation dans le secteur d'activité. Alors sur le champ agricole, je suis allé regarder justement, juste avant de venir, la quantité de scopes ou de SIC répertoriés. Alors avec le code NAF, malheureusement des fois c'est pas toujours simple, mais à ce stade on est à 1% des 4500 scopes ou SIC en France qui sont répertoriés par le code NAF dans le champ agricole. Donc c'est pas beaucoup. Dans la salle, je crois qu'il y a Graines Équitables, il y a l'Odyssée d'Angrin, on a quelques SIC. Donc tout secteur d'activité. Sur les scopes, c'est vrai qu'on a souvent l'image, c'est coopérative de salariés, donc des fois de reprise ou de transmission d'entreprise aux salariés qui sont là et qui sont dynamiques. Donc on peut avoir en tête le thé, les Fralib à Marseille, entre autres. Mais c'est vrai que la scope émerge dans plein de dynamiques différentes, et souvent d'ailleurs des créations ex nihilo, de gens qui partent de rien. C'est vrai que ce qu'on rencontre quand même, c'est que dans le champ agricole, on voit plus aujourd'hui d'expériences sous forme de SIC. Ça ne veut pas dire que la scope n'est pas une bonne réponse à des moments, mais plutôt sous forme de SIC parce qu'il y a ce besoin plutôt de territorialisation, d'implication d'acteurs de nature différente. Et d'ailleurs, vous l'avez tous dit, statut associatif ou autre, mais j'ai remarqué que dans la plupart de vos cas, on a toujours cette mobilisation de regards, de parties prenantes différentes, et j'ai l'impression qu'on retrouve ce que dans le statut, on essaie de formaliser ou d'expliciter, c'est qu'effectivement les intérêts divergents, qui par nature, a priori, sont divergents dans une filière, quand on les met autour de la table pour dialoguer, mais pas que, pour aussi produire quelque chose en commun, là, effectivement, à un moment donné, on dépasse juste notre cadre spécifique et on commence à voir que ce qui va être mon intérêt va finalement être le fait que l'autre d'à côté fonctionne bien et travaille bien dans des bonnes qualités, en bio, ou etc. Donc, l'intérêt de ce statut, c'est qu'on essaie de créer un espace de dialogue et de production. D'accord ? Mais c'est pas parce que je travaille à l'Union régionale des scopes ou des SIC que je dis à tout le monde faites des scopes, faites des SIC, parce que c'est le seul outil. Vous voyez bien que ce n'est qu'un habit pour habiller votre dynamique. Et donc s'il n'y a pas, et on revient à ça, mais la dynamique coopérative, c'est-à-dire que pour faire une scope ou une SIC, pour que ça soit un bon outil ou un bon véhicule pour votre projet, c'est que par nature, on est bien d'abord sur une implication d'associés, donc soit de salariés dans les scopes, soit de parties prenantes différentes dans les SIC. Alors après, des exemples aujourd'hui dans le monde agricole, on a l'Odyssée d'Angrin à Montpellier et à SIC Pain et Partage, qui fait donc pareil, boulangerie, et qui essaye aussi à son niveau d'intégrer les autres acteurs de la filière, et qui en plus s'est rajouté la casquette insertion par l'activité économique. On a des coopératives d'activité d'emploi comme TerraCopa à Montpellier, donc là qui vise à permettre à des gens d'avoir leur propre exploitation, leur propre activité, mais dans un cadre collectif et dans un cadre sécurisé du statut de salarié. On a une vieille SIC, peut-être une des premières d'ailleurs dans le monde agricole, qui fait du maraîchage, c'est le Biojardin à Clermont-Ferrand, enfin à côté de Clermont-Ferrand, et qui pareil fait de l'insertion et qui vend des paniers paysans et qui dès le début a pris comme principe de départ d'avoir le maximum d'acteurs impliqués dans la filière.
Donc vous voyez, il n'y a pas de limitation dans l'activité. Alors il y a un très bon document, je ne sais pas qui c'est qui l'a produit, mais sur les attentions SCOP-SIC, qui est là-bas justement sur les problématiques attention dans le monde agricole. On est sur des sociétés commerciales, donc certaines aides par exemple spécifiques ne peuvent pas vous être octroyées puisque vous n'êtes pas une personne physique ou vous n'êtes pas une société civile. Donc c'est clair qu'on a encore un champ sur la question de la SCOP ou de la SIC en milieu agricole qui reste très ouvert parce qu'il y a des problématiques qui ne sont pas d'ordre juridique, mais qui sont plutôt de la nature de la reconnaissance d'une autre forme, et en particulier de sociétés commerciales dans le monde agricole. Et ça, c'est effectivement peut-être des choses qui peuvent évoluer, hein, parce que l'évolution de la loi, elle peut exister, et elle est dynamique, elle est fonction aussi de la réalité de terrain. Donc vous voyez, l'outil SCOP ou SIC, on est vraiment sur une réponse à un besoin, sur une réponse à une nature d'associés qui s'impliquent. Et après, tu m'interrogeais un peu sur les intérêts ou les difficultés. Donc, vous avez vu, j'ai plutôt évoqué les intérêts, sur qu'est-ce qu'on cherche avec ce statut. Après, la difficulté, elle est basique et simple, c'est qu'on est sur un projet coopératif. Donc c'est coopérer. Et coopérer, c'est pas naturel, forcément. On n'est pas habitué, même à travers des fois l'éducation nationale, à être dans une logique de coopération. Donc la coopération, ça s'apprend, ça se pratique, ça s'explicite aussi. Quand on accompagne une SCOP ou une SIC, le premier travail essentiel et élémentaire à faire, c'est vraiment expliciter les liens que les gens ont avec le projet, expliciter les intérêts réciproques pour éviter les non-dits ou les implicites qui peuvent à un moment donné générer des tensions ou des conflits. Parce que c'est pas parce qu'on est en coopérative que tout va bien se passer. On est bien sur le principe une personne égale une voix. Et donc si on n'est pas capable de s'entendre aussi sur nos difficultés, nos diversités ou nos points de vue divergents, et de mesurer en quoi le commun est plus important que certains intérêts particuliers, et ça c'est une complication. Donc vous voyez, le point difficile, c'est vraiment dès le démarrage de bien formuler ces choses-là et ensuite d'entretenir le lien. Dans le milieu coopératif, on parle souvent d'affectio societatis, c'est-à-dire entretenir le lien entre les associés, faire que cette conscientisation de départ, puisqu'au départ il y a quand même souvent un enthousiasme à coopérer, mais qu'il ne s'essouffle pas dans le temps, puisqu'on voit parfois, agricole ou pas agricole, dans nos SCOP ou nos SIC, des fois des situations d'essoufflement. Et souvent, quand des SCOP ou des SIC viennent nous voir, donc nous, on est l'union régionale, on essaie d'accompagner la création, mais aussi le suivi, parfois viennent nous voir avec des difficultés économiques, etc. Souvent, le premier point en fait, qu'il faut questionner, c'est est-ce que ça va bien sur un plan coopératif ? Parce que des fois, en fait, les difficultés viennent aussi de ce moment-là où on s'est distendu, on s'est pas assez dit les choses. Et donc, finalement, ce qui était le point névralgique pour exister économiquement, le fait que tout le monde soit impliqué et tout le monde se sente copropriétaire de cet outil, n'est plus là. Et donc, c'est ça qui peut aussi générer des difficultés. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Ça permet de bien comprendre, je pense, ces statuts. Avant de passer aux questions, on va peut-être discuter un petit peu de l'avenir ou du futur de ces filières. Mathieu, tu voulais... Non, simplement juste une précision. Ouais. L'Odyssée d'Engrain n'est pas une SCOP agricole, parce que en fait, la nature du métier, là, c'est de transformer des produits. Donc, on a un code de NAF, du coup, d'artisanat. Donc, je pense que... Donc, enfin voilà, c'est simplement que du coup on transforme des produits agricoles, mais on ne rentre pas là dans le champ des SCOP agricoles ou des SIC agricoles qui est tout nouveau. C'est une SIC finalement agroalimentaire, quoi. Merci pour cette précision. Ouais, donc je disais, on a déjà un petit peu évoqué donc le futur, notamment de l'Odyssée, et voilà. Et du coup, donc je voulais revenir sur l'île sur la Sorgue. Comment vous voyez un petit peu l'avenir de cette filière et c'est quoi pour vous les difficultés à surmonter ? Alors l'avenir de cette filière, c'est qu'elle perdure, mais les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est comme on vous le disait, on a 25 hectares, 30 hectares maximum, donc les rendements ne sont pas suffisants pour que tous les boulangers, restaurateurs éventuellement, pâtissiers ou autres, puissent utiliser cette farine, même si ce serait un souhait, puisqu'on aimerait qu'on travaille un maximum en local. Et puis l'autre difficulté qu'on peut rencontrer aujourd'hui, on a 4 boulangeries qui l'utilisent, c'est que les boulangers ne sont pas forcément enclins parce que, comme je vous l'expliquais au début, étant donné que c'est une farine particulière avec seulement 4 variétés de blé, elle est difficile à travailler, elle demande de faire appel à des méthodes un peu plus anciennes et donc les boulangers ne sont pas forcément toujours prêts aussi à revenir à un pétrissage à la main, à des temps de repos plus longs, etc. Donc bon, encore une fois, je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà, les difficultés qu'on a, donc aujourd'hui, ce serait
d'essayer de mobiliser des agriculteurs, des professionnels qui pourraient se fédérer autour de ce projet pour augmenter les quantités et pouvoir alimenter et inciter nos professionnels locaux à l'utiliser. D'accord, ouais. Merci beaucoup. Justement, dans les autres filières, donc comment ça s'est passé? Vous aviez déjà des boulangers qui étaient peut-être formés à travailler avec ces variétés-là, par exemple au moulin de Pomerol? On a démarré qu'avec des paysans boulangers au départ, et petit à petit, des boulangers traditionnels ont voulu élargir leur offre en faisant du pain bio et on fait appel à nous. Mais bon, des fois ils galèrent et bon, donc. Mais bon, il y a des variétés anciennes typiques comme le blé de la Cône que certains boulangers font en pur parce que ça leur fait un petit côté local, voilà. Bon, sinon, oui, toutes les farines du moulin du Pomerol sont faites avec des blés anciens, bio, et dans une zone d'achat et de commercialisation de 100 km autour de la Montagne Noire, quoi. Voilà. Nous, dans notre cas, dès le départ, on a inclus les 5 boulangers qui sont autour du moulin, dans la proximité du moulin, et qui n'étaient pas du tout, enfin pas forcément, ça dépend après des boulangers, mais la plupart n'étaient pas habitués à travailler ce genre de farine, donc sur meule de pierre et aussi sur certains blés anciens, etc. Et dès le départ, il y a eu une rencontre avec des meilleurs ouvriers de France qui a été faite, discussion donc sur la façon de boulanger, et il y a eu vraiment une journée de formation avec un meilleur ouvrier de France, et ça a été vraiment important pour montrer que c'était tout à fait possible de faire des très bons pains, c'était tout à fait faisable avec ces farines-là. Et depuis, maintenant, il y a plein de boulangers qui sont rajoutés. Et là, pour le coup, ceux qui sont rajoutés, ils étaient déjà sensibles à ce genre de farine. Ils recherchent vraiment ces farines-là, en fait. Fleur de Père, nous, on travaille principalement avec des boulangers, mais qui sont volontaires, qui viennent nous voir et qui sont demandeurs de ce type de farine, quoi, en fait. Voilà. Et le BioSylvam, évidemment, nous aide énormément dans cette démarche-là. Souvent, on passe par eux. Et je les remercie à ce niveau-là parce que c'est une aide précieuse qu'ils nous apportent. Et je les remercie aussi surtout pour leur patience parce qu'on est un peu la tête dans le guidon. Et souvent, il faut nous bousculer pour arriver à trouver des journées où on puisse se réunir. Et c'est pas toujours facile, quoi, voilà. Mais principalement, ce sont des paysans boulangers ou des boulangers qui font la démarche de venir vers nous pour demander. Voilà. Merci beaucoup et merci à tous du coup pour tous ces témoignages. Je vous propose qu'on passe aux questions. Oui, bonjour, Daniel Coutarel de la Maison des Semences Paysannes Pétaniel dans le Tarn et de l'association Moulin Astrier. Je voulais poser la question puisque je suis embarqué dans un projet de dynamique collective avec le parc naturel régional du Haut-Languedoc qui a une représentante en termes de chargée de mission de l'agriculture ici. Je voulais poser la question par rapport à tout ce que vous avez présenté sur le retour financier sur les producteurs de matières premières. Alors je développe un petit peu, on sait tous très bien que en général c'est le producteur de matières premières qui est le moins, dans les systèmes classiques filières, qui est le moins rémunéré. Aujourd'hui, vous avez démontré toute la considération et la coopération qu'il y a entre les porteurs de compétences, mais au niveau retour financier, comment vous arrivez à orienter et quels moyens vous prenez pour que cette considération financière vis-à-vis des paysans cultivateurs soit effective. D'accord. Est-ce que tu adressais cette question à quelqu'un en particulier ou global ? À tout le monde. Très bien. Est-ce que quelqu'un se sent... Comment ça répond ? Donc ça fait pas longtemps que je suis dans l'entreprise, mais il me semble qu'au début,
C'est vrai que c'était le but, c'était d'essayer de rémunérer au mieux les paysans, parce que c'était bien beau de vouloir cultiver des anciennes variétés de blé ou de petite épeautre, mais si après ça suivait pas financièrement, ça allait pas les intéresser, surtout que c'était pour quelques hectares. Donc chaque année, il y a des réunions où il y a tous les agriculteurs qui se réunissent et où le prix du blé est discuté avec tous les acteurs de la filière, et où on essaye de prévoir un prix qui est fixe pour les semis. Donc, bien sûr, ça dépend des retombées financières, mais pour l'Odyssée d'Angrain, en tout cas, au niveau des bénéfices, on peut faire des investissements sur des machines ou essayer de payer un peu plus les salariés, etc. Mais le point agriculteur est très important, puisqu'il représente en plus un poids significatif au niveau de la filière. Voilà. Ouais, pour compléter, donc là, l'Odyssée, c'est 50 hectares semés avec 11 paysans. Donc déjà, il y a eu cette question de l'étalement, à la fois du risque et aussi du bénéfice, que ça puisse bénéficier à un nombre important d'agriculteurs. Donc ça représente pour eux une part pas significative de leurs revenus. Après, on a posé un plan de développement, c'est-à-dire qu'on a fait le constat que cultiver des blés poulards, on avait des rendements très faibles de l'ordre de 15 quintaux, et qu'avec les investissements qui étaient mis en place, on n'arrivait pas à descendre le prix de vente des pâtes. Enfin, le prix de vente des pâtes avait été fixé à 5 € le kilo au départ, ce qui était déjà élevé, et avec un coût d'achat aux paysans à 500 € tonne, ce qui était trop faible par rapport au rendement de ces blés poulards. Par contre, ce qu'on a justement mis en place un peu comme cadre de coopération, c'est que chaque année, on se retrouve, on échange, et le deal a été un peu de dire, bon, au départ, c'est pas la panacée, mais petit à petit, il va y avoir développement, et on va faire en sorte que ce prix augmente, et du coup, aujourd'hui, on est à 700 ou 750 € tonne, et du coup, ça va un peu mieux. Mais effectivement, c'est un cadre d'échange, et on a du coup pour ça décidé de ne pas faire reposer que sur 1, 2 ou 3 paysans, mais bien l'ouvrir à 10, 12 paysans, ça c'est clair, et pour que ça affecte pas trop la ferme dès le départ. Et aujourd'hui, à 750 € tonne, ça va déjà mieux, ils s'y retrouvent. Nous, dans la filière fleur de Béra, on n'a pratiquement que des paysans boulangers, de toute façon. Donc le problème est réglé. La bascule se fait quand on fait la farine, on marge à ce niveau-là. Et je sais qu'il y a quelques collègues qui achètent la farine, du blé, et les prix, ils les fixent entre eux. Et puis il faut savoir que du blé sorti machine n'a pas le même prix qu'un blé qui a été trié. Avec quel type de trieur, est-ce que c'est passé à la brosse à blé, le prix du blé peut monter à 700, 800 € tonne si c'est le hambré qui est parfait, qu'on peut directement mettre au moulin. Voilà, donc après, c'est des arrangements entre les personnes. Dans notre cas aussi, on a fixé des prix d'achat du grain assez hauts, au-delà des prix du marché. Et voilà, c'était vraiment une volonté de rémunérer correctement les agriculteurs. Et après, ça se répercute forcément sur le prix des farines. Nous, on ne fait pas des marges énormes au moulin. Mais après, il faut vraiment décomplexer, parce que les farines sont vraiment recherchées. C'est des qualités de farine qui sont difficiles à trouver, et donc on peut se permettre de répercuter sur le prix de la farine aussi derrière. Et je ne l'ai pas précisé, mais chez nous, les agriculteurs, c'est des éleveurs de brebis. Donc à la base, ils faisaient des céréales uniquement pour leurs brebis. Et ils se sont mis à faire des variétés pour la meunerie avec le projet du moulin. Merci. Au moulin de Pomerol, comment vous vous organisez là-dessus ? Nous, on est quand même pas tout à fait dans la moyenne des rendements des autres. On est plutôt entre 5 et 15 quintaux. Quand c'est bien, c'est 20.
Donc, mais on a à la montagne 2 points forts pour le stockage du grain en altitude, il refroidit vite. Et on a le stockage en big bag, donc on garde tous les lots indépendants les uns des autres. Pour le prix, on s'aligne sur le prix normal dans le Tarn, enfin de 70 centimes le kilo. Moi, je parle encore en kilos. Et voilà. Bon, après, moi, je serais partisan de baisser le prix, parce qu'on a quand même on n'a pas de gros apporteurs de blé. Hein, le maximum, c'est 20 tonnes, et c'est plutôt entre 2 et 4 tonnes en moyenne. Et je serais plutôt partisan de baisser le prix du blé au-delà de 20 quintaux, parce que ça fait une rente quand même importante. Et puis par rapport aux petits, pour essayer... Bon, ça nous fait plus de boulot, mais on essaye quand même d'avoir une collecte sur des régions difficiles, comme l'Hérault, la Montagne Noire, il y en a très peu, mais sur des endroits difficiles. Donc on essaie, on l'a pas encore fait, mais on va essayer de favoriser le prix du blé en fonction des terroirs et des rendements. Voilà. Et sinon, on avance toujours la semence. On avance la semence et on la récupère sur la récolte. Et quand il n'y a pas de récolte, ce qui arrive, ben on a perdu la semence, c'est tout. Ça marche, merci. On va prendre une autre question. Oui, bonjour. Lannes Quentin, je suis agriculteur dans la Piège. Je voulais savoir, la question est destinée aux, je vais dire, intermédiaires, mais ce n'est pas un gros mot. Si vous contractualisez avec les agriculteurs la pro en fait en blé, c'était savoir si il y avait des genres de contrats ou des choses comme ça. Non, nous on est producteurs, mais effectivement avec le meunier, puisque nous on travaille directement avec le meunier, on est en production contractualisée complètement. Hein. C'est-à-dire cahier des charges sur la qualité des blés et cahier des charges évidemment en fonction de la qualité du blé, le prix qui va en face. Donc contrat annuel qui est chaque année qui est revu. Hein. D'accord. Et vous avez du coup au niveau des analyses CARI, vous avez parlé de la CARI. Est-ce que dans votre contrat, les analyses CARI sont intégrées ou pas? Alors on n'a pas ce souci parce que sur la filière blé tendre, farine lilloise, on n'est pas en production issue de l'agriculture biologique, on est en production agriculture raisonnée. Mais non, le critère CARI ne rentre pas en compte. Ce qui rentre en compte, c'est évidemment le PS, teneur en protéines, teneur en DON, mycotoxines. Le prix, vous l'avez dans votre contrat ou pas? Ah oui, le prix est dans le contrat, bien sûr, oui. 100 € la tonne, on n'a rien à cacher. Actuellement, on est à 250 € tonne, payé sur les blés, là. Avec un volume minimal à livrer, sachant que la totalité de la production d'exploitation sur les blés tendres part directement au meunier et directement utilisée par les 5-6 boulangers de la commune de l'Issoire-Sorgue. Ouais. Et j'avais une autre question. Alors moi, je suis installé depuis 2018 et j'avais pour objectif de produire des semences anciennes. Et donc j'ai fait première année d'installation, j'ai acheté du Corazan, j'ai acheté du rouge de Bordeaux, sans analyse, CARI. Et l'année dernière, j'ai essayé de la blader depuis Laurent aussi, du secteur, du coin, des acheteurs locaux, quoi. Et en fait, je me rebute à la CARI. Et j'ai pas l'impression que ça soit un sujet très abordé autour des agriculteurs. Et c'est pour ça que je pose la question des contrats. Savoir si on ne pourrait pas, entre agriculteurs, monter des contrats et que l'analyse CARI soit une norme. Parce que moi, sur mes terres, ça représente 30 hectares sur 132 SAU, où je ne vais pas revenir avec de la CARI. Enfin, avec du blé, parce que la CARI risque de se développer. Donc, c'est bien les variétés anciennes, mais ça serait bien déjà de trouver les agriculteurs qui produisent sans CARI et peut-être d'avoir un contrat où l'analyse CARI est obligatoire. Voilà. Je voulais savoir, autour de la table, qui c'est qui fait les analyses, déjà. Et ensuite, s'il y a des variétés saines, moi je suis acheteur. Voilà. D'accord.
Donc peut-être les producteurs, vous avez été Michel ou... Juste, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on a été chaudés avec des variétés anciennes, hein, du blé Medidapte pour pas le citer, où il a fallu, on a arrêté. La première année où on en a fait, bon, on a essayé sur 1 hectare, mais ça a été une catastrophe. Hein. On était carrié à 95%, une odeur pestilentielle. Voilà, ça a été, soi-disant, des variétés traitées. Nous, on les a même traitées au vinaigre avant de les ensemencer. Il n'y a rien qui a fait, quoi. Et le problème, c'est que ça reste dans les sols pendant 5-6 ans. Hein. C'est-à-dire que céréales derrière, c'est niet. Hein. Donc, et c'est ce que je disais tout à l'heure, sur le territoire nous, du comte Avenessin, là, on a la coopérative, on fait régulièrement des réunions entre producteurs. Il y a environ 50 tonnes de blé carrier qui ont été refusées. C'était jamais arrivé jusqu'à présent. Et donc, je pense qu'il faut être vigilant à ce niveau-là, parce que ça peut vite prendre des proportions. Arvalis sensibilise aussi les producteurs. Enfin, il faut faire attention où on va, quoi, parce que les conséquences peuvent être dramatiques. Hein. Bon, en fait, moi, je produis donc des blés anciens et je fais de l'enrobage de semences. Cet enrobage de semences, je le fais avec du TCO, du thé de compost oxygéné. J'ai un lombricomposteur pour avoir un lombricompost correct. Et je récupère des bactéries, Pseudomonas et Trichoderma, que j'enrobe autour de mon blé. Et pour l'instant, je n'ai pas vraiment de problème. Voilà. Donc, enrobage de semences, ça marche relativement bien. Bon, il faut acheter le produit. J'essaie de travailler un petit peu sur la façon dont je pourrais développer des bactéries pour me faire mes propres bactéries, quoi, en fait, parce que ça serait la solution. Voilà. Pour l'instant, j'achète. J'ai pas travaillé la semence carie. Moi, je sème de la semence. Il peut y avoir un petit peu de carie, parce qu'en bio, on a tous un petit peu de carie, forcément. Mais c'est jamais dramatique. Je passe à la brosse à blé avant, et puis ensuite, je traite, j'enrobe mes semences, quoi, voilà. Et pour l'instant, Ah non, c'est plutôt une régression qu'une évolution. Hein. Ouais. Bon, ça fait pas très longtemps que je le fais, c'est certain, mais ça fait 2 ans et je vois bien que la carie cette année, alors que mon voisin a été carié de façon spectaculaire, quoi. Moi, je suis passé entre les mailles sans problème. Voilà. Enrobage de semences, ça marche bien. Et à Fleur de Père, du coup, il y a quelque chose dans le contrat pour revenir sur la question d'avant sur ce sujet-là. Alors, je sais pas. Axel, il y a quelque chose, je pense pas. Hein. Sur les analyses carie ? Ouais, dans les contrats. Il n'y a pas d'obligation, en tout cas, non, d'analyse carie dans le cahier des charges du collectif. Ok, merci. Yann Bertin, Graines équitables. Le sujet de la carie, c'est quelque chose qu'on a maîtrisé depuis assez longtemps. On fait systématiquement, on utilise nos semences, on évite de rentrer des semences de l'extérieur. Les semences pour nos agriculteurs, ce sont que les semences qu'on produit. Systématiquement, c'est traité vinaigre. Au début, on a commencé avec le sulfate de cuivre, mais ce n'est pas l'idéal. Le traitement vinaigre, on a rajouté un peu de soufre aussi, mais ça a tendance à engorger un peu les appareils de traitement. On travaille avec un Denis ou une vis mélangeuse, donc c'est assez rapide. Depuis qu'on travaille au vinaigre, on n'a plus aucun souci. On n'a pas revu de carie depuis des années. Donc c'est quelque chose qui se maîtrise bien en amont, à condition d'éviter d'aller chercher des semences ailleurs où il y a un doute. Je retiens quand même le système au niveau bactéries, c'est intéressant, ça reste à suivre. Il y a aussi la FNAB sur son site qui explique bien tout ce qui est possible en traitement contre la carie. Il y a la moutarde qui fonctionne bien, on ne l'a pas testé. On pourrait, parce qu'on produit de la moutarde aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait essayer. Pour l'instant, on fait simple, le vinaigre fonctionne bien. On sort à peu près de 250 tonnes de semences, entre 250 et 300 tonnes de semences de blé triées. Donc on fait en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Alors moi, je peux rajouter juste un petit truc. J'ai abandonné le vinaigre parce que ça pose un problème de germination, retard de germination. Et cette année, j'ai semé du corazan et j'ai raté carrément mon semis. J'étais obligé de le refaire. Je ne sais pas trop pour quelle raison, mais le corazan n'a vraiment pas aimé, quoi. Voilà. Oui, mais ça, oui, je sais bien, mais j'ai mes flacons et tout, mais je fais ça correctement, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Tous les autres ont germé, avec du retard, mais ça germe. Et là, le corazan, cette année, catastrophe. Je ne sais pas pourquoi. Juste, j'arrive en cours de route et c'est pour compléter ce que dit Yann. Donc le dosage, c'est de diluer le vinaigre à 4% et d'en mettre 1,7 litres par kento. Voilà. Pas du coup. Mais non, mais ça rien. Tu prends ton vinaigre, si tu as 14, tu dilues proportionnellement pour descendre à 4%. Et ensuite, tu en mets 1,7 litre de mélange à 4% par quintal. Voilà.
marche. Merci pour ces précisions. Oui, il y avait une question juste devant. Oui, bonjour. Donc moi, je voulais juste réagir par rapport à la carie. Nous, on est dans une zone où on a du bio, du non-bio, des variétés modernes, des variétés anciennes. Nos collègues en conventionnel, pas bio, ont eu beaucoup plus de carie que nous autour de nous. Hein. Donc c'est pas un débat variété ancienne, variété moderne. Je pense que c'est vraiment une façon de travailler. Et comme dit Yann, de ne pas amener des variétés qu'on ne sait pas d'où elles viennent sans les avoir analysées. Ça, c'est un critère. La batteuse, les champs, ça reste plusieurs années dans tes champs après. Quand le voisin il moissonne, qu'il y a du vent, voilà. Ma question, c'était par rapport à la structuration de la filière. J'ai entendu le bien commun passe avant à un moment, et ça m'a interpellé parce que je me dis, est-ce qu'on a besoin de structurer nous, on est paysans boulangers, on travaille sur notre ferme à deux. Est-ce qu'il y a nécessité absolue de faire des grosses structures? Voilà. Et quelle est la taille qu'il faudrait garder? Parce que le risque, c'est qu'on tombe dans des grosses structures qui finalement prennent le pouvoir sur les consommateurs, sur les producteurs. Voilà, c'est une grosse question qu'on doit se poser, je pense. La question de l'échelle, oui, bien sûr. Oui, grosse question, surtout qu'on est à des moments aussi de changement d'échelle un peu de la bio, même si là le bio est quand même un peu en perte de vitesse, mais quand même il y a ces questions qui se passent aujourd'hui dans la bio, c'est la question du changement d'échelle. Nous, on a pas mal vécu cette question au travers de l'Odyssée d'Engrain, mais nous, GAP65, parce qu'on a fait émerger plusieurs outils économiques. Là, une autre SIC qui s'appelle Manger Bio, Pyrénées-Occitanie, qui livre la restauration collective en produits bio. La SIC l'Odyssée d'Engrain, Altibio, qui est une coopérative d'éleveurs qui vendent des produits bio, enfin des caissettes de viande. Un collectif de maraîchers qui planifie ensemble sur la vente au Biocop. Et là, la dernière en date qui est toute fraîche, c'est une COP 47, future SIC, donc une CAE, là, un incubateur, on va dire, pour faire des espaces tests agricoles. Bref. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, cette question du changement d'échelle et de dimensionnement, ça s'est produit. Et il me semble qu'aujourd'hui, on a fait pas mal d'erreurs là-dessus. Et que nous-mêmes, en fait, on a reproduit des schémas de stratégie, on va dire, économique, classique, conventionnel, à chercher un développement à tout crin. Et on est revenu aujourd'hui, du coup, sur cette stratégie. Enfin, sur cette stratégie, plutôt cette vision. Et notre positionnement aujourd'hui est de multiplier et de mailler le territoire par tout un tas d'outils coopératifs à échelle humaine, plutôt que de chercher à chaque fois de dire, bon, ben là, les céréales pour l'alimentation humaine, ça sera l'Odyssée d'Engrain, la vente de viande bio, ça sera Altibio. Non, en fait, il y a de la place sur le territoire pour plusieurs Odyssées d'Engrain, si on le souhaite. Et il suffit de poser des plans de développement avec où la rentabilité et le développement à tout crin n'est pas forcément posé comme base de la viabilité et de la vivabilité de ces structures. Donc, je pense qu'il faut plutôt chercher à mailler le territoire par un tas de petits outils économiques et coopératifs que plutôt chercher à chaque fois un développement des seuls outils en place, quoi. Oui, alors peut-être tout à l'heure je me suis mal exprimé. L'idée c'était de dire, effectivement, quand on monte une structure collective, en tout cas, on est bien dans la recherche d'un intérêt commun. Sinon, voilà, on ne cherche pas à coopérer, etc. Par contre, sur la taille, je vous rejoins. La taille des scopes ou des SIC, c'est pas forcément pour faire effectivement un outil de 20 000 salariés ou etc. Tout dépend de la nature du projet. Et c'est vrai que dans la SIC ou dans la SCOP, on a, et en particulier dans la SIC avec la question du sociétariat multiple, la question de la territorialité
alors qui peut être géographique ou de filière, enfin de toute nature différente, elle est très importante. Les coopérateurs, enfin le monde de la coopération italienne est bien en avance sur nous, puisqu'elle pose souvent ça, c'est-à-dire la question de la taille, et souvent avec cette idée un peu, vous voyez, comme le fraisier qui se développe, et ben en fait à chaque projet, à chaque spécificité, à chaque filière un peu particulière, on remonte une entité, et ça c'est pas pour autant qu'on peut pas avoir des consortiums ou des partenariats ou des entraides entre coopératives. Mais la question de la taille, elle est importante. Et quand je vois les différentes structures que j'ai pu vous citer, ou quand je regarde les SIC, bah oui, on a la SIC Enercoop, filière énergie renouvelable, 50 000 associés, 100 000 clients. Et puis on a des SIC de 10 associés, pas de salariés, qui font de la vente directe de maraîchage bio à des consommateurs locaux. Donc il y a toute taille. Ça, c'est pareil, c'est vraiment la nature du projet que vous voulez. Mais par contre, moi, je rejoins cet élément essentiel, c'est pas la structure qui doit primer. Voilà, quand je disais intérêt commun, je parlais pas par rapport au statut juridique. Je disais bien par rapport aux personnes qui y sont présentes. Ensuite, que la taille de la structure soit en adéquation avec le projet. Et si à un moment donné, le projet est dans une perspective et que tout le monde s'y retrouve, de développement, de déclinaison, ça, c'est propre à chaque acteur. Et je ne porterai pas de jugement de valeur, en tout cas, sur ça, vis-à-vis de leur dynamique. Oui, par rapport à cette dimension d'échelle, il y a une réalité. Nous, on a avancé très vite parce que ça dépendait, on va dire, d'une demande des agriculteurs et on avait des solutions techniques qui ont permis de grossir assez vite. Qui dit grossir vite dit aussi du salariat, dit d'autres contraintes. Après, la règle de fond qu'on retient, on n'est pas encore stabilisé, parce que quand vous allez vite, il faut stabiliser les choses. La règle qu'on retient collectivement, c'est qu'on a une articulation entre petits, gros producteurs. Pour moi, je ne fais aucune ségrégation de taille. Par contre, je regarde tout ce qui est possible en interaction. C'est-à-dire qu'on a des clients minotiers qu'on fournit, on a démarré là-dessus, donc il fallait des volumes, des besoins, donc il fallait aller vite pour répondre à des clients minotiers. Mais on s'est aperçu que tous les paysans meuniers boulangers qui faisaient des très bons pains, ils n'avaient pas forcément l'accès à la ressource, donc on est allé vers eux. Et donc on travaille aussi bien par le biais des CUMA et nos adhérents qui sont entrepreneurs avec les paysans meuniers boulangers pour le travail des terres, pour la semence et en complémentarité. Et par contre, ce qu'on a veillé surtout, c'est éviter d'aller sur les marchés pour gêner les petits producteurs. Donc par exemple cette année, les variétés anciennes, nous, elles sont une conséquence du triage. C'est-à-dire qu'on fournit des minotiers sur des variétés anciennes, sur des contrats. Et comme le triage est très spécifique, on se retrouve avec du petit grain. Ce petit grain, on l'a écrasé. On a acheté à Philippe un moulin strié qui était plutôt dédié aux légumineuses. Et du coup, on a écrasé ce petit grain. On se retrouve avec toute cette diversité, mais ce n'est pas notre métier de vendre. Donc qu'est-ce qu'on a fait cette année? On a fait simple. On a envoyé la farine en Ukraine pour dépanner les populations. Voilà. Donc ces marchés-là, il y a du monde en place. Par contre, si demain on peut nourrir les populations locales avec des contrats sur les collectivités territoriales, là ça nous intéresse, parce qu'on ne gênera personne. Mais cette articulation, elle peut se faire entre les grandes tailles et les petites tailles en bonne cohérence, surtout le maillage territorial. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long. Pas de souci, merci. Bonjour, Joachim Ferrand, on vient de l'Isère avec Léonore Charpentier et Martin Denis. On est en train de réfléchir on est en train de structurer une filière blé. Et donc je réagis à deux choses, donc le prix paysan, en fait le marché quoi, et la structure. On vient aussi pour ferme partagée. C'est une SIC qu'on a montée donc, sur le territoire de Lyon pour justement monter des coopératives paysannes. L'idée sur la question de la filière et de la structuration, nous on l'a réfléchi dans le sens de partenariat en fait. C'est-à-dire comment on génère des partenariats solides. C'est-à-dire que la vraie question du prix aux paysans, elle est liée à la commercialisation. Donc comment on fait pour trouver des partenaires qui ne vont pas bouger dans le temps et des partenaires pour qui on va pouvoir établir un prix, des contrats, mais qui sont vraiment, vraiment fixes. Donc l'idée, elle est de créer une structure commune avec un capital commun entre boulangers, ah oui, ça change, entre boulangers et paysans. Donc essayer de créer une structure avec un capital qui appartienne aux deux, parce que généralement, économiquement, c'est comme ça que
les partenaires se fédèrent bien et cherchent des intérêts communs. Voilà, donc l'idée, ce serait d'avoir une structure SIC qui réunit des boulangers et des paysans autour d'un outil qui est la meunerie. Cet outil, c'est lui en fait, c'est un outil industriel et c'est lui qui génère de la plus-value. Et cette plus-value, ensuite, on la réfléchit coopérativement pour qui elle va, boulanger, paysans, sur les investissements, sur les travaux. Voilà. Et du coup, subsidiairement, la question c'est est-ce que vous avez mis en place et comment vous avez mis en place des partenariats solides avec, entre un paysan et un boulanger en sachant qu'il y aura dans le temps, ça ne bougera pas. Est-ce que vous avez trouvé des solutions? Qu'est-ce que vous avez mis en place s'il y a des réponses à cette question? Merci. Merci. Peut-être l'exemple du Méjean, qui est centré pas mal sur le moulin, avec beaucoup de paysans et beaucoup de boulangers de part et d'autre. Sur la durabilité, après, je pense que je reviens toujours sur la même chose, mais à mon avis, c'est la qualité de la farine qui fait qu'on va vraiment fidéliser certains boulangers qui trouveront pas, qui auront de la difficulté à trouver ce genre de farine ailleurs. Mais j'ai pas trop d'autres réponses en fait. Après, il y a l'aspect local qui est très important aussi et bon, tous les clients qu'on a, bien sûr, c'est la qualité de la farine, mais c'est aussi le fait que ce soit un circuit court. Donc, si c'est une farine équivalente, mais qui vient de l'autre bout de la France, à mon avis, ils n'iront pas chercher celle-là, quoi. Ouais. Pour compléter cette question et celle de la contractualisation avec les agriculteurs, je voulais savoir si parmi vous, certains d'entre vous avaient l'expérience d'avoir préfinancé la récolte, en fait. C'est-à-dire, en s'adressant aux agriculteurs, faire voilà, une levée de fonds ou en tout cas un préfinancement au niveau de l'entité juridique qui va acquérir comme une AMAP exactement, qui va aller venir soutenir en fait, la production en la finançant au préalable, au lieu de traiter le financement après la récolte. Voilà, juste... Merci Amande. Juste, Géraldine, tu voulais peut-être réagir avant sur les contrats avec la durée. Non, mais je suis pas, enfin, encore une fois, hein, moi je travaille pour la collectivité et je travaille en aucun cas dans le domaine avec les agriculteurs ou autres. Effectivement, nous on a une marque territoriale partagée, ça peut être effectivement le cadre pour fédérer autour, mais encore faut-il, nous dans notre cas, qu'on ait des rendements suffisants pour qu'on puisse effectivement inciter nos boulangers à utiliser uniquement cette farine et les circuits courts et le local et ne pas avoir envie, comme le disait monsieur, d'aller chercher une farine équivalente ailleurs qui vient de l'autre bout de la France. Mais tout est question aussi de rendement et aujourd'hui on peut pas surfer sur cette idée, nous à l'Île-sur-la-Sorgue en tout cas, même si on le souhaiterait vivement. Merci. Et du coup sur la question d'Amande sur le préfinancement, est-ce que quelqu'un a des éléments à apporter là-dessus? Il me semble qu'il n'y a aucune filière qui fait ça, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Je crois que ça marche. Oui. Je crois que c'est un peu à côté, c'est pas exactement dans le cadre business to business, si j'utilise le terme, mais sur les paysans suisses. Suisse romand, dans le côté canton de Genève et alentour. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort? Plus fort, ok. Je voulais juste vous signaler qu'il y a chez nos voisins suisses, particulièrement voisins de mon territoire, la Savoie, qui se sont organisés. C'est parti d'un moulin. La structure s'appelle l'affaire Tournerève. C'est parti de le fait de mutualiser un moulin et ils ont porté assez rapidement la réflexion sur le fait de organiser l'assolement collectivement entre fermes et eux ils ont créé quelque chose qui n'est pas exactement une AMAP mais qui a des éléments en commun vis-à-vis des grandes cultures où c'est des particuliers quand même, mais je pense que probablement il y a aussi des professionnels qui passent par cette biais-là, passent en bonne commande au mois de novembre par rapport à ceux qui veulent recevoir à la prochaine récolte, qui vont recevoir
Donc ils payent d'avance ce qu'ils vont recevoir l'année prochaine au mois de novembre. Et ce qui permet d'orienter, je leur ai posé la question en direct aux paysans, ce n'est pas l'ensemble de leur culture qu'ils orientent, mais ça leur met tous autour de la table pour voir comment vont faire la rotation des cultures entre fermes pour garantir cette partie-là, plus leurs besoins personnels. C'est vraiment très intéressant ces questions autour des modèles économiques. Hein, et donc dans Divine Food, avec le BioCivan, donc Axel qui est là, Dylan également. Donc ce qu'on est en train de travailler, c'est aussi de voir que finalement vous achetez plus qu'un grain, plus qu'un blé. Et donc c'est aussi le maintien de la biodiversité, c'est aussi des services écosystémiques. Donc ça veut dire travailler aussi avec les collectivités ou l'action publique en général, mais aussi avec les consommateurs pour voir comment on rémunère collectivement plus que simplement un grain. Donc il y a des exemples intéressants en France, hein, à Rennes par exemple, autour de terres de source, avec des agriculteurs qui protègent l'eau. Et en échange, ils ont des contrats privilégiés avec les collectivités pour rentrer dans les cantines. Donc nous, on voudrait faire pareil en mettant la biodiversité au cœur du sujet et de voir comment on rémunère, on achète collectivement un bien commun qui est plus... c'est pas le même grain que ce qui circule dans les filières classiques. Encore faut-il le reconnaître. Mais c'est tout le travail qu'on a commencé à amener avec des exemples intéressants déjà en France et aussi dans d'autres pays. Donc de rémunération de ces services rendus par les agriculteurs qui produisent des grains, que ce soit de variétés anciennes ou locales, hein, en tout cas qui sont attentifs à la biodiversité et aux services rendus par l'agriculture. Merci Yuna. Merci à tous d'être venus participer à cette table ronde. Merci pour tous vos témoignages.